J'ai tellement eu des difficultés dans ma vie en tant qu'adolescent personnel, des difficultés personnelles, que j'ai pas envie encore de raconter sans arrêt le malheur des autres. D'ombre et de lumière, quand les personnalités de la télé tombent le masque. Eh bien, bonjour Jean-Pierre Foucault. Eh bien, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast pour ce qui va créer l'événement de la rentrée. Ah bon ? Mais je vous l'assure, à savoir votre premier rôle dans un unitaire de la collection Meurtra qui s'appelle Meurtre sur la Côte Bleue. Et j'ai cru comprendre que derrière cet événement, il y avait votre épouse qui était très très amatrice de la collection. Est-ce Exactement. que vous confirmez ? Exactement. Racontez-moi tout ça. Je ne suis pas prescripteur du programme télé à la maison. C'est elle qui choisit. Et au début, elle m'a imposé. Mais finalement, je regarde avec plaisir cette série qui est magnifique. Je regarde aussi des séries de TF1. J'espère bien. Évidemment. Évidemment, je viens de regarder HPI. J'ai beaucoup rigolé. C'était très intéressant. Et quand Christophe Kozarek est passé, que je connaissais par ailleurs, alors, parce que voilà. je l'avais engagé à la radio il y a très très longtemps, il était tout jeune stagiaire, il est devenu copain avec ma fille, et puis il n'a pas osé me demander, pour son premier téléfilm, de jouer pour lui dans celui-ci. Et il a joué au billard à 3 bandes, c'est qu'il a demandé à ma fille qui m'a demandé, et moi j'ai répondu à ma fille, bon bref. D'accord. Et finalement nous avons déjeuné ensemble, et je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui. Et voilà. Un coup de folie, un truc de... Un vrai coup de folie, un vrai coup de folie, parce que les problèmes ont commencé là. C'est là que les problèmes ont commencé. Alors, j'allais dire, en revanche, là, vous, comme on dit à l'OM, vous jouez à domicile, Oui. puisque la Côte Bleue, vous la connaissez par cœur, puisque vous y résidez, je crois qu'on peut le dire. Bien sûr. Est-ce que, justement, le fait d'être dans votre écosystème, ça a contribué un peu à vous rassurer et à vous accompagner dans cette aventure ? Incontestablement, puisque j'étais à la maison, je rentrais le soir chez moi, j'allais pas dans une chambre d'hôtel sordide attendre le lendemain pour la 2e ou 3e journée de tournage. Non. Et puis l'environnement est magnifique. Pour ceux qui connaissent pas cette côte, qui est en fait la côte à l'est de Marseille est plus connue, c'est les calanques de Cassis. En fait, ce sont les calanques de Marseille, mais on dit les calanques de Cassis. Et les calanques de l'ouest de Marseille, la Côte Bleue, sont assez méconnues, mais tout aussi sauvages, tout aussi belles, tout aussi intéressantes et donc intrigantes dans ce téléfilm. Voilà. Dans ce téléfilm, donc dans lequel vous jouez un architecte du patrimoine mêlé à, on va dire dans un premier temps, un assassinat, un crime. Comment vous l'avez, si je puis me permettre, par quel bout vous l'avez pris, ce personnage ? Qu'est-ce qui vous a guidé pour l'incarner ? D'abord, j'ai regardé. Ce qui m'a préoccupé, la chose la plus importante qui me préoccupait, c'est d'imaginer que le téléspectateur oublie vite Jean-Pierre Foucault pour ne penser qu'à Marc Valency, qui est l'architecte du patrimoine. Et ça, c'était ma préoccupation première. Moi, quand je regarde le téléfilm, je vois que Jean-Pierre Foucault. J'espère que le téléspectateur va faire abstraction de ma notoriété télévisuelle et radiophonique mais le personnage, c'était quelqu'un de posé, c'est quelqu'un de mon âge, qui, peut-être même un peu plus jeune, pas trop, mais un peu plus jeune, qui va vérifier la solidité des viaducs. Il y avait une ligne qui a été construite il y a 100 ans pour le chemin de fer entre Marseille et Miramas, et qui passe le long de la côte. C'est absolument magnifique quand on prend ce petit train. Et donc, il fallait vérifier les piliers. Et là, un beau jour, j'étais en bas du viaduc et quelqu'un est tombé d'une centaine de mètres de hauteur à mes pieds, ce qui est pas très sympathique. Ce qui est pas très sympathique, et sans vouloir aggraver votre cas, quelqu'un avec lequel vous aviez rendez-vous. Exactement. Donc, voilà. Donc suspicion. Donc grosse suspicion. Donc suspicion, donc un inspecteur, une inspectrice. Je vais pas vous raconter le téléfilm. Non, surtout pas. Mais bon, une femme vers laquelle j'ai tendance à m'approcher. Alexandra Vandernoot. Voilà, une petite histoire d'amour qui se tisse. Voilà donc la trame du téléfilm en question. Voilà, donc qu'en sera-t-il de votre culpabilité ou de votre implication ou non ? Le jury appréciera. Exactement. Et nous le laisserons suivre ce téléfilm extrêmement intriguant, comme vous l'avez dit. Alors, j'imagine que quand on est quelqu'un comme vous, un bosseur,
quand on se lance dans ce genre d'aventure, on n'y va pas la fleur au fusil. Non. Et peut-être on demande quelques accompagnements. Quelles étaient vos requêtes avant d'y aller? Alors, mes requêtes, c'est que j'ai un répétiteur. Et alors, ça tombait très très bien parce que j'étais ami avec Jean-Marc Thibault et Sophie Agazinski, et son fils Alexandre Thibault, qui est comédien, habite Marseille. Donc ça tombe bien. Qu'on voit dans le téléfilm. Et qu'on voit dans le téléfilm, d'ailleurs, qui a un rôle dans le téléfilm. Et il venait tous les jours à la maison m'apprendre le texte, me le mettre en bouche, me donner quelques attitudes, me conseiller des silences, des regards, etc. Ce que je ne savais pas faire. Parce que moi, ça fait 50 ans que je travaille, ça fait 30 ans que je fais de la télé, je regarde la caméra en permanence. Mais là, il fallait faire abstraction de ces caméras qui étaient là autour de nous. Il m'a aidé à le faire, il m'a aidé à prendre le texte, il m'a aidé à choisir d'autres mots qui correspondent davantage à ma façon de parler et à mon phrasé. Et la veille, on répétait la scène du lendemain. C'est ça. Ah oui, la veille, voilà, vous avez vraiment travaillé step by step, quoi. Exactement. Il y a quelque chose qu'on note, outre vos regards vers la caméra, effectivement, là, qui n'existe plus, c'est le travail sur la voix. Vous la portez pas exactement comme lorsqu'on parle sur un plateau. C'est très différent, parce que à la télévision, on est obligé de porter la voix, parce que généralement, il y a un public. Alors même si la voix est sonorisée, il faut un peu la porter pour que ça fasse pas les fausses confidences. Hein. C'est ça, voilà. exactement. Mais là, non. Quand je suis face à vous, je dis pas bonjour. Non, je vous le confirme, ça me dérange un peu. Et là, face au comédien qui était à côté de moi, oui, il m'a expliqué aussi ça, que on n'était pas obligé de porter la voix. Il fallait être dans le téléfilm comme on est dans la vie, au quotidien. Hein. Et ça a été compliqué de se déshabituer? Très. Pas tellement pour la voix, mais ce qui a été le plus compliqué, c'est la mémoire. Parce que moi, il y a des années et quelques décennies que je dis ce que j'ai envie de dire à la télévision et à la radio. Mais là, il y a un couple d'auteurs qui a fait un texte. Et donc, il fallait dire ce texte. Donc, ils étaient assez généreux parce que je pouvais un peu, comme je vous le disais, Alexandre, on pouvait changer quelques mots, etc. Mais il fallait, bien entendu, apprendre un texte parce que le comédien ou la comédienne qui est face à vous a besoin de la fin de la réplique pour pouvoir voir. Bon, voilà. Et donc, ça, pour moi, ça a été assez compliqué parce que il a fallu me réhabituer à apprendre à répéter 100 fois la même scène, à buter 200 fois sur la même scène aussi. Et ça a été mon angoisse un peu. Ouais. En revanche, je pense à ça spontanément, ça veut dire que là, vous appreniez un nouveau métier. Ouais. Est-ce qu'il faut une certaine humilité pour justement repartir à zéro quand, comme vous, on Exactement, tout à fait. C'est un nouveau métier. Je suis redevenu élève. Je suis redevenu novice. C'est bon de redevenir novice? C'est bon, non. Parce que le confort de la notoriété est quand même plus agréable. Hein. Mais là, j'étais face à des comédiens dont c'est le métier, et des comédiens de renom, de talent, etc. Et donc, voilà, il a fallu que je m'y fasse. Ça n'a pas été simple du tout, mais je suis content de l'avoir fait. Et franchement, quand c'est terminé, j'ai dit ouf. Ouf, mais vous pouvez être fier, sincèrement. Merci, vraiment. Justement, vous parlez des comédiens de renom qui vous entourent, notamment Alexandra Vandernoot, qui joue votre compagne, là, on dévoile rien. Ouais. Vous échangez quelques baisers dans le téléfilm. Pas de centaines. Non. J'ai compté, il y en a 3. Ou alors il y en a un qui m'a échappé. Mais peut-être qu'on a refait la scène plusieurs fois. Alors ça, je vous laisse justement développer. Là, on n'est pas habitué, quand on est un être humain normalement constitué, à avoir comme ça des gestes de proximité avec... Non, mais... Comment on... Parce que grâce à sa gentillesse, hein, elle m'a dit, t'inquiète pas, tu vas voir, c'est très simple, on s'est très vite, bien entendu. D'abord, moi, j'ai fait un repas à la maison avec tous les comédiens, et Marjolaine de l'Écluse, et Marjolaine, la metteur en scène, bien entendu, avec toute l'équipe, et elle m'a mis à l'aise, Alexandra, et c'était pas très compliqué. Et puis c'était, je dirais, naturel, si vous voulez. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas non plus de, voilà, effectivement, il y a rien de choquant, ou il y a rien de, voilà. Il n'y a pas une scène vigoureuse dans un lit étroit. Non. Je le confirme. Je le confirme. Donc, votre femme n'a pas regretté de vous avoir donné l'idée de jouer la comédie. Est-ce que ce téléfilm, vous l'avez déjà vu? Oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre... C'est compliqué à dire. Je ne sais pas, parce que déjà, quand je fais des émissions de télévision que je regarde après, je ne me regarde jamais de face à la télévision.
Je me regarde toujours un peu en biais pour pas me prendre de plein fouet. Alors là, je sais pas. Je suis incapable de vous dire si on en revient à notre conversation du départ, si le téléspectateur va voir Jean-Pierre Foucault ou va voir Marc Valency. Voilà. Alors certains me disent oui, non, très vite on entre dans l'intrigue, hein. Mais écoutez, on le saura vite. Hein, après la vous allez le savoir très très vite. Il y a une question, Jean-Pierre, que je me suis posée au regard de votre carrière, de votre route. Est-ce qu'il y a 20 ou 30 ans, vous auriez eu l'audace de vous lancer là-dedans, dans cette aventure? Et pourquoi? Honnêtement, non. D'abord, je n'aurais pas eu l'audace parce que si je fais ça, c'est grâce à ma notoriété. Donc, on ne serait pas venu vers moi déjà. D'accord. Mettons à l'époque de Sacrée Soirée. À l'époque de Sacrée Soirée non plus parce que c'était brouiller l'image. Hein. Là, comme je fais beaucoup moins de télévision, le fait de faire un téléfilm, c'est peut-être une complémentarité, si vous voulez, qui ne comment dirais-je, qui ne souffre pas d'abîmer, si vous voulez, l'image et les émissions de télévision que je fais. Mais du temps de Sacrée Soirée, non, c'est pas possible. Et par rapport à cette autorisation que vous vous êtes donnée, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que vous seriez donné l'autorisation? À moi? Oui. Oui, non. Je sentais. Mais pourquoi? Déjà, lorsqu'on m'a proposé ça, je suis allé voir TF1, parce que c'est quand même, en leur disant, TF1, c'est ma maison depuis 1987. Hein, depuis 35 ans, 36 ans, je sais plus, bon. Et 37 ans même. On compte plus. Quand on aime, on ne compte plus. On ne compte pas. Et j'ai dit, on me propose ceci. Et ils m'ont donné très élégamment l'autorisation de le faire. Donc, comme eux m'ont donné l'autorisation, moi, finalement, après, je me suis donné l'autorisation. Hein. Okay. Mais avant cette époque où, il y a quelques années, jamais j'aurais osé le faire. Non. Et il faut dire que Christophe a été convaincant. Marjolaine Delécluse a été convaincante, un peu, vous savez, formidable, Jean-Pierre, c'était bien, la scène était bien. Bon, on va la refaire. Elle est épatante, Marjo. Je vous posais cette question parce que là aussi, je trouve qu'au fur et à mesure de votre carrière, plus ça allait, et plus le costume de l'animateur s'est lézardé pour faire apparaître la vraie personnalité de Jean-Pierre Foucault, avec des points d'humour, notamment sur la fin de Qui veut gagner des millions, on sentait que, voilà. Finalement, vous n'allez pas vous allonger tout de suite parce qu'on est en consultation, mais cette autorisation d'être soi, comment elle est c'est venu naturellement. Il n'y a pas eu un déclic, non, un pas truc? du tout. C'est venu naturellement. Au départ, lorsque vous vous lancez dans ce métier, vous pensez qu'à l'exercice même du métier, à la technique du métier. Et petit à petit, une fois que vous avez de l'assurance et la confiance des téléspectateurs, parce que c'est pas tout, il faut avoir la confiance, hein, ça fait zig et zag, hein. Il faut avoir la confiance des téléspectateurs. Là, petit à petit, j'étais moi-même à la radio. Et d'ailleurs, les gens qui me connaissaient bien à la radio disaient, tiens, tu n'es pas le même à la télévision, tu es plus guindé, etc. Parce que l'outil est très, très différent. À la radio, on peut... maintenant, elle est filmée, ce qui est une aberration. Mais à la radio, on pouvait, avec des bruits, des sons, des silences, faire imaginer des situations différentes à 1000 auditeurs différents. À la télévision, c'est pas pareil. On impose son visage, sa cravate, son costume, et on est au départ, un petit peu guindé, si vous voulez. Mais là, petit à petit, avec l'aisance, et surtout, en effet, vous avez raison, avec Qui veut gagner des millions, qui m'a donné l'opportunité d'être davantage moi-même, avec les regards, les silences et les mots. Et l'humour. Et l'humour. Et l'humour, clairement. Clairement. Bien, voilà, donc c'est allé là beaucoup plus naturellement qu'au début de ma carrière télévisuelle, évidemment. Vous diriez, de ce point de vue, que le temps qui passe a des vertus, et notamment celle-ci? Incontestablement. Le temps qui passe a des vertus bienfaisantes. Donc, disons-le. Disons-le. Voilà. Disons-le. Sauf pour les articulations. Ça, mais on fera un autre podcast là-dessus, spécial articulation. Parmi les moments de votre vie qui ont été, à mon avis, essentiels justement pour vous mettre un peu plus à nu, pour sortir de ce costume, évidemment, il y a eu la parution de votre premier roman autobiographique. Oui. Là aussi, est-ce que il est normal pour vous, naturel, que un animateur, donc quelqu'un qui doit rentrer dans un cadre, à un moment ressente le besoin de dire
C'est ça le Uniquement quand la notoriété est assurée. Parce que je ne supporte pas les gens qui racontent leur vie pour, comment dirais-je, conforter cette notoriété. Okay. Moi, j'avais plus besoin de rien. Moi, j'étais connu, j'étais très connu, j'avais eu du succès, il faut bien le dire, beaucoup de succès, donc je n'attendais rien de l'apparition de ce livre, sauf me dévoiler, sauf permettre à celles et ceux qui m'ont fait confiance de mieux me connaître. Hein. Il ne faut pas commencer par ça. Il faut commencer par travailler, avoir cette notoriété, avoir entre guillemets ce succès, pour ensuite peut-être un petit peu se dévoiler. Là, j'en ai eu l'opportunité parce que, encore une fois, c'est quelqu'un qui est venu vers moi, un éditeur qui était avant à TF1, donc nous connaissions, qui m'a dit tu devrais raconter l'histoire de ta vie parce qu'il la connaissait, mais jamais je n'aurais supporté le faire avant. Non. Je comprends. Ça ne m'a rien apporté en notoriété. On n'a pas pu dire tiens, il s'est appuyé là-dessus. Clairement. Mais ça, clairement. Pour asseoir sa notoriété. Voilà. En revanche, est-ce que vous pensez que vous vous sentiez redevable d'un certain devoir de vérité? Je crois. Par rapport à ceux qui vous voyaient tous les soirs. Vous entrez chez les gens, moi ça fait... Je suis rentré chez les gens depuis 20 ou 30 ans. Je fais partie de la famille, hein, véritablement. Et quelqu'un qui fait partie de la famille, c'est bien qu'on le connaisse un petit peu. Donc maintenant, les gens me connaissent un petit peu mieux. J'ai reçu beaucoup de témoignages, notamment après le Dimanche à la campagne, qui a été diffusé il n'y a pas très longtemps. Les gens disent « Ah bon », etc. Ceux qui n'avaient pas lu le livre. Voilà, mais bon... Et j'ai reçu aussi beaucoup de reproches en disant « Arrête de raconter ta vie. » Ah ouais? Oui. Mais ça, on s'en fout, non? Ça, on s'en fiche complètement. Parce que dans ce bouquin, effectivement, donc vous racontez les malheurs qui vous ont frappé, votre papa, etc. Donc vous révélez des zones d'ombre. Est-ce que là, ça ne brouille plus l'image, justement, de l'animateur? Non, parce que l'image, elle est installée. D'accord. L'image, elle est installée, elle est fixe. Ça changera rien. Ça changera rien. Sauf que mieux connaître la personne... qui est de l'autre côté. La télé, c'est froid. Hein. D'accord, vous tapez sur l'écran, ça fait ding-ding, c'est du verre ou une matière comme ça. Et là, si on peut passer l'écran, il y avait une émission quand j'étais jeune qui s'appelait Au-delà de l'écran. Au-delà de l'écran, voilà. Absolument. Donc si on peut aller au-delà de l'écran et faire que le téléspectateur vous connaisse un peu mieux, le lien sera d'autant plus fort. En fait, c'est ça qui compte, c'est le lien avec les téléspectateurs. C'est essentiel, on est là pour ça. Moi, quand je vous regarde maintenant, si vous étiez une caméra, je regarderais mon téléspectateur droit dans les yeux. De la même façon, ça j'en doute pas. Est-ce qu'à travers ce livre aussi, quelque chose en vous s'est réparé? Est-ce que le fait de partager... C'est plus compliqué, oui. C'est plus compliqué, les gens disent c'est une psychothérapie, il va mieux une fois qu'il l'a fait, etc. Non, je l'ai dit, ça m'a fait du bien de le dire, mais quitte à dire que ça m'a véritablement transformé... je ne crois pas. En fait, on est dans une notion de partage. Plus on partage, et mieux on se sent. Alors. Exactement. C'est ça c'est plutôt ça l'idée. Tout à fait. Très bien. Tout à l'heure, il y a 2 minutes, vous parliez de ce lien avec les téléspectateurs. Est-ce que vous diriez que c'est une drogue dure? Est-ce que vous pourriez vous en passer? Mais c'est pas loin. Je connais pas la vraie drogue dure. C'est ma seule drogue dure. Hein. Le téléspectateur. Et le lien à l'image. Vous pouvez pas savoir le bien que ça fait quand vous marchez dans la rue, quelqu'un vous dit « Ah Jean-Pierre, merci, parce que on a passé de très bons moments avec toi ou avec vous, etc. » Et ça vaut toutes les drogues du monde. Hein. Et on devient facilement addict à ce genre. Et vous l'êtes alors? Ah oui. Moi j'aime bien. Les gens me disent ah t'en as pas marre qu'on te demande des selfies, des trucs. Imaginez l'indifférence, ça serait terrible. Ça serait terrible. Hein? Donc vous êtes demandez-moi des selfies. Mais c'est pas ça, c'est que je comprends pas les artistes qui se battent pour acquérir, atteindre la notoriété et ensuite mettre des lunettes noires et un chapeau. C'est ridicule. Vous faites tout pour être célèbre. Une fois que vous êtes célèbre, vous cachez, vous mettez les mains. Oui, parce que peut-être dans tous les moments de la journée, on n'a peut-être pas forcément qu'on vous tape sur l'épaule. Si. C'est mon métier. Donc mon métier, dans la journée, dans l'avion, dans le train, sur le trottoir, chez le boucher, comme disent quelque chose, le taxi tout à l'heure qui m'a fait une petite réflexion, etc., agréable. Donc voilà, c'est mon métier et je ne vais pas m'en plaindre. Non, mais on n'est pas là pour ça. Vous n'allez pas dire au boucher, vous en avez pas marre qu'il y ait du monde dans votre boucherie? Non. Voilà. Tout ça est d'une logique implacable. ça, c'est très clair. Donc, si le lien avec le téléspectateur est une drogue dure, est-ce que le lien avec la caméra et le plateau, c'est la même chose?
C'est différent parce que c'est un cheminement. Hein. On est obligé de passer par là. Mais c'est vrai que moi, quand j'arrive sur un plateau, que je vois la caméra, etc., j'aime bien faire le tour, j'aime bien saluer tous les cadreurs, etc. C'est un cheminement pour arriver à l'aboutissement dont on vient de parler. Mais il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Ah, mais c'est vrai que je me sens, même si je suis fatigué, dès que j'arrive sur un plateau, je revis un peu, je suis bien parce que c'est mon domaine. C'est votre domaine. Que ce soit un c'est votre place, en fait. C'est que, pardon ? C'est votre place. C'est ma place. Finalement. Ben, je l'ai tellement voulu. Quand j'étais gamin, j'ai eu la chance de l'avoir très tôt, à 18 ans. J'ai quitté ma province, bien décidé. Tiens, ça me rappelle quelque chose. J'avais un complet bleu, bon. Donc, j'ai la chance de faire depuis tant d'années, tant de décennies, presque 6 décennies maintenant, le métier que je rêvais de faire quand j'étais ado. Donc, c'est quand même formidable. Et vous savez pourquoi vous aviez cette envie ? Parce qu'en famille, le poste de radio était le point central de la famille. On écoutait la radio. Mon père, on regardait le poste de radio. On regardait le poste de radio, on regardait les informations. À l'époque, il y avait des situations politiques compliquées avec l'après-guerre, l'Indochine, l'Algérie, etc. Donc le journal parlé était quelque chose d'important. C'était Paris vous parle. Tout venait de Paris déjà à l'époque où nous étions à Marseille. Et donc on regardait la radio et même on pouvait se distraire avec la radio, avec les chansonniers. Donc c'était la vie en fait, dimanche, c'était central là, c'était central. C'était le reflet de voilà. Et vous n'avez jamais été tenté par l'info, par justement de pourquoi pourquoi le divertissement, non. Pourquoi Parce que c'est très prétentieux ce que je veux dire. J'ai tellement eu des difficultés dans ma vie en tant qu'adolescent personnel, des difficultés personnelles, que j'ai pas envie encore de raconter sans arrêt le malheur des autres. Donc il fallait la légèreté. Exactement. Et le divertissement. C'est ce qui m'a sauvé d'ailleurs. La légèreté à l'école, c'est ce qui m'a sauvé. C'est-à-dire ? C'est ce qui m'a, quand je faisais le clown, ça m'a empêché mes collègues de me poser la sempiternelle question, pourquoi ton père, ceci, etc. Donc là, on me parlait plus de ça, on disait, tiens, il nous fait marrer. Et donc, ça m'a sauvé. En fait, c'était une voie de dérivation qui vous faisait sortir de la réalité qui était un peu... Ce qui ne changeait rien à moi, mais ce qui me permettait d'être tranquille. Et d'apprendre un métier. Ma formation professionnelle a été en 6e, 5e, 4e, au grand dam de mes enseignants. Ouais, ça, j'imagine. D'ailleurs, ça me fait penser à une question. Il y avait quoi en bas de votre bulletin de notes, Jean-Pierre Foucault ? Il y avait quoi en bas Il y avait quoi écrit en bas de vos bulletins de notes ? Peut mieux faire. Et vous pensez qu'ils avaient raison ? Ils avaient raison. Et aujourd'hui, vous diriez ça de vous aussi dans la vie en général ? Il faut toujours faire mieux. On peut pas faire de surplace. Que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, on n'a pas le droit de faire du surplace. Donc, il faut toujours avancer. Il y a bien un moment où ça avance moins vite. Ça avance un peu moins vite. C'est ce qu'on appelle l'expérience. C'est ça, c'est cette fameuse... Voilà. C'est cette fameuse expérience. Je pensais à une chose aussi, donc, puisque vous êtes indissociable désormais des Miss France, d'aucuns vous envient. Vous avez rencontré à ce moment-là régulièrement Alain Delon. En quoi sa personnalité, j'allais dire son âme, était-elle inspirante ou pas ? Inspirante, oui. C'était... J'ai rencontré beaucoup d'artistes, mais des gens d'un tel charisme, peu ou pas. Alain Delon, d'abord, quand vous regardez ses films, vous avez vu son évolution depuis Rocco jusqu'au dernier film. Et puis, c'était un personnage. Peut-être qu'il en usait vers la fin, qu'il en abusait un peu. Mais il savait utiliser la dérision et l'autodérision. Avec-moi, magnifique. Il faut être un grand acteur pour pouvoir se permettre ce genre de choses. Mais il était impressionnant. Peut-être plus impressionnant pour moi que pour les Miss. Parce que les Miss le connaissaient moins. Les mères des Miss, non mais c'est vrai, les mères des... Je vais vous dire, faire une confidence. Un jour, il y a une Miss qui dit, qui c'est le monsieur qui m'a embrassé ? Et j'ai dit, demande à ta mère. Voilà. Et c'est Alain Delon. Voilà, c'était Alain Delon. Mais il était impressionnant. Moi, j'étais très, 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 très ami avec Mireille. Avec Mireille Darc. On était très amis avec elle. Elle venait souvent à la maison, on partait en vacances ensemble. Et elle me parlait toujours
avec autant de force et d'amour d'Alain Delon, même après leur séparation. Et ils se parlaient très souvent, parce que Alain venait lui demander des conseils en permanence. Ça, c'est beau, non? Ouais. On en parlait au début de cette conversation, donc derrière ce saut dans le vide et devant les caméras, il y a votre épouse. Pardon pour la banalité de la question, mais il est bon parfois de le rappeler. Est-ce que justement, pour pas être parfois pris dans des lames de fond du succès ou dans des vertiges, le socle, c'est définitivement la famille pour vous? Incontestablement. Puis moi, de toute façon, le socle, c'était la famille et hors de Paris. Et hors de Paris. C'est-à-dire que, vous savez, j'étais sans arrêt sollicité pour aller à des soirées où on vous offre un téléphone si vous venez, mais j'ai déjà un téléphone. Jamais vous n'avez cédé à ce genre de sirène-là. Jamais. Dès que mon travail, si vous voulez, était terminé, je sautais dans l'avion pour rentrer chez moi. Hein. Ça, je le fais depuis 40 ans. Comme si vous aviez la trouille d'être récupéré par un pas la trouille, mais non, c'est moi qui délire. Ici, on est en noir et blanc. Nous sommes à Paris, là. Chez moi, c'est en couleur. C'est joli, ça. Donc, c'est en couleur. Donc, je préfère la vie en couleur. Et incontestablement, le socle familial et le socle des amitiés, pas du copinage, hein, non, les amitiés, voilà, me sont indispensables. Pour revenir à ce téléfilm, il y a quelque chose aussi qui saute aux yeux, c'est le fait que vous ayez l'air extrêmement à l'aise avec les autres comédiens dans vos dialogues, dans vos réparties avec eux. Est-ce que vous l'étiez vraiment? Est-ce que vous vous êtes senti accueilli par... Oui, parce qu'ils m'ont ouvert les bras. Ah. Eh oui, parce qu'ils m'ont ouvert les bras, parce qu'ils auraient pu dire, tiens, encore un animateur qui vient marcher sur nos plates-bandes. Ouais. Ils m'ont ouvert les bras parce que je me suis ouvert à eux avant. On a discuté, je vous l'ai dit, quand ils sont venus chez moi, aidés par Alexandre, etc. Donc, et par Marjolaine, on s'est dit, non, vous inquiétez pas, je vais vous suivre et il faut que vous puissiez m'accueillir. C'est ça. Et ce qu'ils ont fait. Et donc, très, très vite, il n'y a pas eu de comment dire, de regard un peu en biais. De regard malfaisant. Ça existe, les regards malfaisants, Jean-Pierre? Voilà, pour le coup, c'est de la pure fiction. Et la question, forcément, à laquelle vous n'échapperez pas, est-ce que vous pensez, Sergent Pierre, qu'après ce téléfilm, ce sera votre dernier mot en tant que comédien, elle a bossé, devant la caméra? Alors, je vais vous dire, vous êtes là... De la journée, dites-moi juste de la journée. C'est une petite journée. C'est de 11e ou 12e de la journée. Ouais, mais avec cette formule, c'est un peu bossé avec quand même. Avec cette formule, c'est bien. J'en sais rien. Mais j'ai vraiment souffert. Hein, ah ouais, à ce point-là. Etc. Pour apprendre, c'était très compliqué. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est une comédie. Mais c'est ce qu'il y a de plus compliqué, de plus difficile. Donc quand je dis ça, comme ça, je me mets un peu à l'abri. Et si jamais on vous prenait au mot, qu'est-ce que... J'en sais rien. Parce qu'il y a un certain Fernandel qui habitait sur la Côte Bleue. Ah oui, il habitait, c'était mon voisin. C'est ça. Je l'ai pas connu, mais c'était mon voisin. Voilà, c'est ça. Vous vous rendez compte, il habite maintenant, sa maison est avenue donc à Millau, avant qu'il y ait la rue Sacré-Soirée. Et qui sait, il va couler de l'eau sous les ponts. Sous les ponts du viaduc de la Côte Bleue. De la Côte Bleue. Et aujourd'hui, Jean-Pierre, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter après ce téléfilm, que justement vous ayez envie de poursuivre, ou que ça reste comme ça quelque chose d'exceptionnel? Non, que ça reste poursuivre, j'en sais rien. Ce n'est pas à moi d'en décider. Si moi j'aurais ce qu'on appelle le final cut, c'est moi qui vais dire oui ou non à la fin. Mais pour l'instant, c'est bien ainsi. Je suis toujours étonné de voir que à mon âge canonique, on me demande encore de présenter des émissions. Je viens de faire une série de 6 primes qui vont passer pendant les fêtes de fin d'année à la télévision, qui s'appelle Gladiators. Donc, je suis très heureux que TF1 m'ait renouvelé sa confiance. Je continue les Miss France où je vais fêter mon 30e anniversaire. Vous allez faire un truc spécial pour vos 30 ans? Peut-être. Tiens. Et puis d'autres choses, voilà. Et il m'arrive même de refuser quelquefois Mais non. Alors voilà. Donc depuis que je suis à la retraite, j'ai jamais autant travaillé. Tant mieux. C'est pas mal comme. Merci, vous m'offrez une punchline. Et puisque vous parlez de ça, il me vient une question d'un coup. Vous savez qu'Interville revient. Oui.
Est-ce que ça vous dirait de participer à l'aventure à Non, nouveau? parce qu'on peut pas, on peut pas refaire l'Interville qu'on a vécu et qu'ont vécu Guy Lux, Léon Zitrone et Simone Garnier, parce qu'il y avait la Vachette, il y avait l'ambiance, il y avait 2 sites différents, les 2 villes, etc. C'était une énorme infrastructure. On peut pas refaire. Là, je pense que ça en a le nom, ça en aura, je l'espère, l'ambiance, mais c'est pas pareil. Donc non, moi Interville, non. Non, Et les 40 ans de Sacrée Soirée en 2027 ? Non plus. Non plus. D'accord. Non plus, effectivement, vous dites non, hein, Jean-Pierre. Je dis beaucoup non, parce qu'il y a comment dirais-je, il n'y a pas suffisamment de grands artistes comme ceux que nous avons connus de notre génération pour faire une Sacrée Soirée qui puisse fédérer l'ensemble de la famille. D'accord. Ok. Et alors, pour avoir le mot de la fin, donc pas le dernier, ça sera le vôtre. Est-ce que aujourd'hui, dans la vie, vous craignez des gains? Je crains des gains. On peut pas dire qu'on craint des gains parce que il y en a toujours un qui est plus fort que vous. Hein. Mais c'est une expression marseillaise qui est extrêmement populaire, ce qui veut dire on ne craint personne. On ne craint personne. Mais il faut jamais dire ça. Très bien. On n'est pas à l'abri. On n'est jamais à l'abri, mais non plus d'une bonne nouvelle avec les audiences certainement qui vont attendre Meurtre sur la Côte Bleue. J'en bafouille. Et je vous remercie pour ma part d'avoir accepté ce podcast. Merci à vous. À bientôt, Jean-Pierre. Merci beaucoup. C'était Isabelle Dombre. J'espère que cette rencontre vous a plu. Si vous en voulez plus, retrouvez tous nos entretiens sur téléloisirs.fr et sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.